Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le grand talk consacré évidemment à la problématique du genre. Nous parlerons des femmes, plus exactement. En 2010, seule une femme était candidate à la présidence de la République. Aujourd'hui, progression, il y a 2 femmes dans la liste des candidats à la présidence de la République. Que valent-elles? Une femme à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce possible? Nous en débattrons avec, bien sûr, nos différents invités dans cette émission. À ma droite, Monsieur Zap Kasso, leader d'opinion. Zap Crasso, excusez-moi pour le peu. Vous êtes leader d'opinion et vous êtes plus proche du candidat Afi Nguessan du Front populaire ivoirien. Exact. En face de vous, mademoiselle Nesmond Delors, avec qui justement nous débattrons dans cette émission, puisqu'elle sera à mes côtés pour décrypter le programme des différents candidats sur le genre. Vous êtes journaliste et spécialiste du genre. De l'autre côté, madame Ayeri Bako Simone, porte-parole du candidat Kouadio Konan Bertin. Et puis, pour terminer la présentation, monsieur Tokoré Gervais Olivier, secrétaire national du Renouveau pour la paix et la concorde, le RPC Paix. Vous êtes chargé du genre et du développement. Messieurs, bonsoir. 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 Bienvenue. En tout cas, alors, petite analyse sur la campagne pour chacun. Vous vivez cette campagne? Moi, je pense que la campagne commence à rentrer dans sa phase active. Et depuis pratiquement ce week-end, il y a une activité débordante. On voit beaucoup d'affiches. Les différents leaders sont déjà dans les pays, j'allais dire, dans les provinces. Et ça va bien. Ça va bien. Je sens que le mercure monte. Okay. Madame Ayeri Bako Simone, je rappelle, vous êtes porte-parole du candidat KKB, dont la campagne a quand même timidement démarré. Déjà, ça a commencé par un démenti, et ensuite, il a été obligé de monter au chrono, mais il n'est pas sur les affiches, les panneaux routiers, notamment ces fameux panneaux 12 mètres carrés. Merci, M. Varol. Je voudrais dire ici que les campagnes, en général, lorsqu'elles sont ouvertes, dans le cas d'espèce la présidentielle, lorsqu'elles sont ouvertes à 2 semaines donc, du scrutin, en général, tout politicien considère qu'elle est déjà finie. Parce qu'on n'attend pas à 2 semaines du scrutin pour se mettre sur le terrain. Et donc, je voudrais dire que pour nous, la campagne, elle a commencé dès lors que nous avons décidé de représenter l'aspiration des Ivoiriens. Depuis belle lurette, nous sommes sur le terrain. Le candidat a été partout, par Moevo. Et aujourd'hui, effectivement, ce que vous dites n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait légitime dans la mesure où, en plus d'être candidat, vous savez que nous appartenons à un cercle plus grand que la coalition nationale pour le changement. Et pour des raisons de fonctionnement interne, nous avons dû nous abouter autour donc, des décisions qui émanaient du groupe. Aujourd'hui, le candidat KKB n'est pas la seule émanation de la coalition nationale pour le changement. Il y a le candidat Charles Kola Bani, raison pour laquelle aujourd'hui vous constatez que nous allons tous à cette élection, mais c'était le temps de mettre en place quelques réglages. Je dis que cette élection, ce n'est pas une élection où les Ivoiriens vont courir forcément après les t-shirts, après les gadgets, après les panneaux. C'est une élection en fait qui s'est déjà établie dans le cœur des uns et des autres. Aujourd'hui, il s'agit pour les Ivoiriens de décider de leur avenir. Le destin est quelque chose de si important, est quelque chose de si grand, de si fort, qui nous unit tous et pour laquelle, depuis longtemps, nous avons déjà défini la marche à suivre. L'idée était de savoir, évidemment, si vous allez investir les 12 mètres carrés, on comprend le discours politique, le discours de campagne. Mais bien sûr, les jours qui arrivent. Ça arrive. Vous aurez droit à une fête populaire. Monsieur Tokoré, justement, avant de venir à cette émission, vous étiez sur le terrain avant, que vous êtes allé voir si les panneaux d'affichage routier portaient déjà les photos de votre candidate, je crois. C'est ça. C'est ça, et vous avez commencé à investir la ville? Oui, nous avons commencé, c'est tout à fait normal. Je veux dire que d'abord, l'homme politique, comme on le dit, il est toujours en campagne.
Mais au niveau des affiches, en tout cas, nous avons essayé d'investir le terrain, d'être aussi présent sur les 12 mètres carrés et en dehors des 12 mètres carrés, d'être aussi présent sur les autres supports d'affichage et tout ça. La première question, avant de parler de la vie chère, heureusement que vous êtes là, ça me titille, mais comme vous êtes membre du secrétariat général, pourquoi le RDR a du mal jusqu'à présent à voter un secrétaire général définitif? C'est toujours un secrétaire général intérimaire pour l'instant. Hein? Oh, pas du tout, le RDR n'a aucun mal, puisque le RDR organise régulièrement un certain nombre d'activités de ces instances. Mais nous pensons que très bientôt, le président Alassane Ouattara l'a dit, au premier trimestre pratiquement de l'année 2016, nous aurons en un parti unifié. Donc ça nous paraît superfétatoire de faire maintenant un congrès pour désigner un secrétaire général qui va disparaître dans le cadre de la nouvelle structure politique qui sera mise en place. Voici tout simplement. Ok, au moins on comprend. Alors on va parler de notre sujet. Alors, quelle est la situation de la vie chère en Côte d'Ivoire? Abidjan, quand même, 11e capitale la plus chère en Afrique. Voilà, j'avais dit dans le monde, mais plutôt en Afrique. Ça fait peur ce chiffre, monsieur Libby Guillaume. Oui, ça peut s'expliquer par quoi? Disons que la première des choses, je voudrais vous remercier de nous inviter à cette émission. Ça fait bien longtemps que les militants du FPI et les Ivoiriens, de manière générale, n'ont pas eu à écouter le message du FPI. Donc, vous nous offrez cette opportunité, nous vous disons merci. Sur la question de la cherté de la vie, c'est une question qui trouve son essence dans l'économie elle-même. Et donc, je crois que lors du débat, nous aurons à définir et à discuter donc des fondamentaux qui fait qu'aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, la Côte d'Ivoire, particulièrement Abidjan, se trouve être la 11e ville la plus chère d'Afrique. Vous avez un constat au niveau du candidat Konan Kouadio-Siméon, vous avez fait ce constat de la vie chère? Parce que quand même, il y a eu énormément de séminaires gouvernementaux organisés en Côte d'Ivoire pour lutter contre la vie chère. Mais apparemment, sur le terrain, cela ne semble pas donner de vrais résultats. Oui, nous faisons aussi le constat, puisque nous aussi, nous sommes consommateurs fondus dans la population comme tout autre citoyen. Donc, nous disons que la vie chère est une réalité en Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous poser une question plus directe. Vous êtes une dame, je suppose que vous allez sur les marchés, vous faites un constat clair. Quel est le constat déjà sur les marchés, notamment sur les produits de première nécessité? Oui, le riz, le savon, l'huile, en tout cas, tout ce qui est produit de première nécessité, les prix changent du jour au lendemain. Et donc, est-ce que vous avez un cas de situation clair pour dire que le riz est passé de 10 francs à 50 francs à telle période? Le riz sur le marché de 200 francs le kilo dans les années précédentes. Parce que ce que vous dites là, on n'a pas l'impression, justement, on ne voit pas l'impact de l'augmentation. Vous, quel est le type de riz que vous mangiez avant? C'était le riz à 200 francs qui est devenu 250, ce que vous trouvez cher? Ou c'est le riz à 400 que vous rêvez de manger, que vous n'arrivez pas à acheter? Moi, je suis fils de paysan et j'ai l'habitude de manger... Fille de paysan, j'ai l'habitude de manger le riz cultivé au village. Et c'est ce que je consomme. C'est ce que je consomme. Et aujourd'hui, ce riz, si vous allez sur le marché à Biguin, ici, ce riz coûte 400 francs le kilo. Ah, il coûtait combien avant, en fait? Il coûtait environ 250, 300 en fonction de la qualité, bien sûr. Parce qu'il y en a qui coûtent moins de 250, il y en a qui coûtent plus de 250. Mais aujourd'hui, tout le riz confondu coûte 400 environ en moyenne. Une femme comme président de la République de Côte d'Ivoire, je pense que ça sera une très bonne chose, vu qu'en Afrique, on n'a pas souvent l'occasion de voir ça. Voilà, parce que ça sera une très bonne chose qu'une femme soit présidente d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Ça prouvera que effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays véritablement démocratique et que le rôle de la femme en Afrique
effectivement, prend une place prépondérante dans les mentalités et dans les mœurs. Une femme présidente de la Côte d'Ivoire, enfin, c'est du jamais vu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes dans une situation où aujourd'hui les gens ont compris que l'essentiel c'est la paix et on pourrait peut-être rêver la paix avec une femme. Ben, pourquoi pas? Une femme présidente dans ce pays, je pense que c'est une très bonne chose. Une bonne chose pour nous les femmes. Parce qu'avec cette place, je pense que les femmes auront une bonne place dans ce pays. Elles seront respectées et nous allons mieux comprendre beaucoup de choses dans le monde politique. Pour une femme présidente de la Côte d'Ivoire, je dirais que c'est un peu trop tôt pour la Côte d'Ivoire. Notre mentalité en tant qu'Ivoirien n'a pas encore atteint ce niveau-là. Retour sur le plateau, Kangwa, Jacqueline, Claire et Lagou, Henriette, en tout cas les 2 candidates sur les 10 candidats choisis par le Conseil constitutionnel. Alors vous, quand vous avez, comment vous jugez justement cette participation de ces 2 femmes à cette élection de 2015? C'est une participation salutaire dans la mesure où nous avons doublé le chiffre. Elles sont passées d'une femme candidate à 2 femmes candidates. Une femme en 2015, en 2010, Jacqueline Loès-Oble qui était à en 2 femmes maintenant en 2015. Et ce sont 2 femmes qui ont des portraits différents, mais qui sont aussi toutes dynamiques. Une femme politique, une femme de la société civile. Je pense que le débat est équilibré. Alors en 2010, justement, on se rappelle que la candidate Jacqueline Loès-Oble n'a pas fait plus d'1%. Est-ce qu'on peut s'attendre à un score plus élevé que celui réalisé en 2010 par la candidate Justement, c'est là que se trouve le piège. Une candidate femme, en 2010, pour revenir en 2010, Jacqueline Oble qui est allée dans le marché, investit les QG de femmes, elle a parlé aux femmes. Et les femmes étaient plus de la moitié inscrites sur la liste électorale en tout cas. Mais les femmes n'ont pas voté pour la femme. En 2015, les femmes vont-elles voter pour les femmes? Faut-il voter parce qu'elles sont des femmes? Moi, je pense que plutôt qu'il faut regarder leur programme de société, leur programme de gouvernance, qu'est-ce qu'elles proposent pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, y compris les conditions des femmes, des enfants. Et toutes ces questions sont à prendre en compte, à mon avis. On parlera de la question de la femme tout au long de cette émission. Monsieur Zab Crasso, oui. Vous, une femme à la tête de ce pays, vous y croyez? Je pense vous pensez qu'elles ont leur chance? Évidemment. Parce que Jacqueline Kangwa, elle fait campagne qu'à Daloa et dans le Grand Ouest. Ah oui. Elle est une inconnue de la scène politique. Elle débarque comme un cheveu sur la soupe dans cette élection présidentielle. Je pense que le thème qui touche effectivement à la femme, tout à l'heure on aura peut-être le temps de développer cela, mais pour ces élections présidentielles en Côte d'Ivoire, et même dans la vie politique de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous constatons que la femme peine à se faire voir et à être acceptée. Il faut avoir le courage de le reconnaître, et comme le disait la sœur, on a l'expérience de Jacqueline Loès-Oble, qui est vraiment une dame qui n'a rien à envier de par sa carrure politique aux hommes, mais qui a brisé ce tabou. Et il y a un tabou qu'il faut vraiment briser, mais j'ai espoir qu'un jour, une femme viendra à la tête de la Côte d'Ivoire. En tout cas, Jacqueline Loès-Oble, vous l'avez dit, et je vous reprends les mots. Elle a brisé, évidemment, le tabou en se présentant pour la première fois à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les femmes ne sont pas seulement que présentes pour être présidente de la République, elles sont aussi présentes dans le débat, dans la campagne. Et justement, Mme Mayeri Bako-Simone, vous êtes sur le terrain. Une femme qui mobilise, les gens acceptent de plus en plus de voir les femmes dans cette campagne. Déjà, je voudrais dire en ce qui concerne les 2 candidates féminines que leur geste est à saluer. Est à saluer parce qu'au sortir d'une guerre, il est difficile de se lancer dans un débat politique qui n'a guère à faire des milliers de morts. Vous savez toujours que les femmes sont les victimes les premières de ces situations-là et de ces crises. Je voudrais saluer leur geste. Quelqu'un a parlé de pionniers, il y avait aussi Jacqueline Oble. Et je dis que nous allons, c'est un processus qui est enclenché, qui sera totalement irréversible. Et je voudrais maintenant revenir à votre question et dire que oui, nous sommes sur le terrain. Parce que les femmes
elle compte pour la moitié de la masse votante. Mais aussi, elle compte pour près de 48% pour la masse démographique. Alors, quel que soit Alpha, les femmes seront dans tous les cas, elles vivront un impact de cette élection-là. Pourquoi ne pas être là où l'on décide? Une élection, c'est aussi un choix que nous avons de décider qui nous voulons pour être à la tête d'un pays. Donc, il est important que les femmes y soient. Pour revenir au terrain, qui mieux que les femmes peuvent porter les voix des femmes? Aujourd'hui, il y a un engouement populaire. Les femmes sont organisées par association, par coopérative, par groupe, et ainsi de suite. Elles sont sur le terrain, elles accompagnent des candidats. En ce qui nous concerne, nous sommes vraiment organisés jusqu'à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, la plupart des rencontres que nous menons sont soutenues par les femmes. Elles accompagnent véritablement. Elles sont présentes et elles orientent. Elles nous font des propositions et ces propositions-là sont intégrées dans l'orientation de la gestion que le candidat propose aux Ivoiriens. Les femmes sont là. Aujourd'hui, je salue cet esprit. Car en réalité, le fait d'être simplement présente là en amont, avant même que la décision ne soit prise au final, en aval, mais c'est déjà important que nous soyons là où l'on décide. Et les femmes sont là. Et elles continuent de s'intégrer. Et elles s'imposent. Elles se lèvent d'elles-mêmes. Elles vont vers les candidats. Je voudrais donc saluer l'initiative de Mme Dao Gabala et d'Agnès Crédit et autres, Mme Yehiri. Les femmes s'engagent. Elles sont allées vers les candidats pour leur demander qu'est-ce qu'ils comptent faire pour les femmes. Voici des initiatives, voici des actions qui sont à saluer. Et à travers toutes ces actions, on peut dire véritablement que les femmes sont engagées dans cette élection. Oh, ben, au niveau des chiffres, peut-être c'est trop dit, mais nous avons réfléchi, nous avons fait le constat par rapport à certains secteurs. Comme vous l'avez dit tantôt, il y a le domaine du transport, il y a le domaine de la TVA. Au fait, c'est toute une chaîne qui fait qu'aujourd'hui, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous allons rentrer dans le vif du sujet, je dirais... Nous sommes déjà dans le vif voilà, du oui, sujet. je sais, voilà. En ce qui nous concerne, nous allons vous donner d'abord les facteurs qui ont entraîné... Oui, mais allons-y. Quels sont les facteurs qui ont entraîné ça? Allez-y, on va voir. Oui, chez nous, par exemple, le constat que nous faisons, il y a d'abord la hausse de la TVA. La hausse de la TVA qui est de 18%, qui est le premier facteur. Mais ça, ce n'est pas consécutif au président de la République actuelle. Hein. Voilà. Le deuxième facteur, il y a la hausse des taxes douanières. Et notre troisième facteur que nous avons bien voulu réfléchir là-dessus, il y a la concurrence déloyale. Et ensuite, il y a la hausse des prix des produits pétroliers. L'essence, le gaz et puis donc, les produits pétroliers ont quand même baissé. Oui. Alors, oui, mais les produits pétroliers... Pour vous, en tout cas, voilà. Oui, allons-y. Les produits pétroliers, quand vous prenez par exemple le cas des produits pétroliers, le prix du baril est en dessous de $50. C'est-à-dire 45,63. L'État de Côte d'Ivoire a quand même baissé les prix de l'essence, hein, mais ça n'a pas impacté sur le prix du transport. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc, cette hausse au niveau du transport des marchandises des personnes n'est pas diminuée. En tout cas, pour vous, évidemment, malgré, vous avez dressé le constat selon lequel voici les facteurs qui ont entraîné justement la hausse du coût de la vie en Côte d'Ivoire. Monsieur Odiet Tiakouré, Monsieur Ouattara, évidemment, brandit face à la nation ivoirienne un bilan ô combien élogieux, un bilan économique. Hein. Mais il ne demeure pas moins que, quand on fait le constat en écoutant nos amis sur ce plateau, que ça ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. Bon, c'est vraiment relatif. D'abord, je pense qu'il faut relativiser parce que nous avons pris un pays en lambeaux. Quand je dis nous, je parle en tant que candidat, n'est-ce pas? Nous avons pris un lambeau et il a fallu redresser ce pays dans tous les secteurs de la vie de ce pays, que ce soit l'économie, sur le plan social, sur le plan politique, bien sûr, parce qu'il y a plus de chantiers. Nous avons, il y a la réconciliation, il y a l'armée, nous avons les infrastructures. Nous avons donc vous aviez plusieurs chantiers. Plusieurs fers au feu. Et je pense que, comparativement à certains pays qui ont connu les mêmes crises, les mêmes soubresauts que la Côte d'Ivoire s'en sort relativement bien, grâce au président de la République, grâce à son entre-gens, grâce à ses efforts et au gouvernement. Aujourd'hui, nous avons, avant que nous soyons là, nous avons eu 10 ans. 10 ans, les Ivoiriens se plaignent de la même manière. Mais la différence, c'est que nous avons, pour cette fois-ci, un président de la République qui est à la tâche. Ça se voit, il est à la tâche, il a construit un certain nombre d'infrastructures,
il est en train d'offrir de l'espoir aux jeunes à travers des projets, tout récemment, ce qui est actionné Agir pour les jeunes, où on a dépensé déjà près de 4 milliards, n'est-ce pas, pour permettre aux jeunes de poser par rapport à leur projet. Pour financer leur projet. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, donc, il y a du travail qui est en train de se faire. C'est sûr que ce qui est important, c'est de faire en sorte que le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, soit important, que les jeunes aient de l'espoir, parce que quand ils n'ont rien à faire, forcément, le pays va à l'eau. Alors qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir, parce qu'il y a un gouvernement qui veut que les gens travaillent, il y a un gouvernement qui insiste sur l'éducation, la formation, il y a un gouvernement qui insiste sur la réconciliation, il y a l'armée qui est en train d'être totalement reconstituée, enfin une armée totalement républicaine. Donc il y a beaucoup de fer au feu. Et pour en revenir au problème de la cherté de la vie, la Côte d'Ivoire est redevenue un pays normal, où l'argent n'est plus distribué dans les carrefours, où les gens doivent se battre, lutter pour vivre. Allez, je vous prends au mot, justement. Vous aviez dit tout à l'heure que vous avez hérité d'un pays en lambeaux. Vous étiez aux affaires, monsieur Liby Guillaume. Vous êtes secrétaire national chargé de l'économie et des finances. Monsieur Odié Tiakouré dit que vous avez laissé au candidat Alassane Ouattara un pays en lambeaux qu'il a redressé en 5 ans. Monsieur Jean-Jacques, je vous remercie, comme je disais tout à l'heure. Vous savez, l'histoire et les faits sont têtus. Vous vous souvenez qu'en 2010, pendant la campagne, le RHDP avait sorti une affiche où le président Laurent Gbagbo était taxé de tous les maux, notamment concernant les prix des denrées alimentaires. Et je voudrais saisir cette occasion pour rendre justice au peuple de Côte d'Ivoire et rendre hommage au président Laurent Gbagbo. Parce qu'en réalité, on a menti au peuple ivoirien et on a menti sur le compte du président Laurent Gbagbo. Je vous donne les chiffres, vous parlez des chiffres tout à l'heure. Alors, la pancarte du RHDP disait le litre d'huile, en 2010, coûtait 900 francs. Et il disait, est-ce la guerre? Le kilo de tomates coûtait 750 francs. Et le commentaire qui accompagnait, est-ce la guerre? Pour dire que, en réalité, le président Gbagbo était accusé d'avoir, voilà, merci beaucoup, d'avoir été le responsable de ces prix-là. Mais aujourd'hui, après 5 années d'exercice et après le bilan flatteur que vient de décrire notre ami Odié Tiakouré, on constate ceci. Le kilo de viande, en 2010, il coûtait 1400 francs. Aujourd'hui, le kilo de viande est à 2500 francs. Wow. Le mouton, le prix du mouton évoluait entre 100 000 et 130 000. Aujourd'hui, le prix du mouton évolue entre 180 et 250 000. Le prix du litre d'huile est passé de 900 à 1100 francs. Et la tomate, le prix de la tomate passe de 750 francs à 1575. Et j'ai fait quelques petites comparaisons rapides. Au Sénégal, pendant que le kilo de tomate est à 1574 francs, en Côte d'Ivoire, il est de 768 francs au Sénégal. En France, il est de 1476 francs. Au Ghana, il est à 1273. Et au Togo, il est à 649. Donc, je rends hommage et justice au peuple ivoirien pour dire peuple ivoirien, tu as souffert, on t'a menti. Je rends hommage au président Laurent Gbagbo pour dire tu as été accusé inutilement d'être l'instigateur des prix chers en Côte d'Ivoire. En réalité, les faits sont là. Alors, pour vous, l'économiste que vous êtes, justement, au-delà de ces comparaisons, qu'est-ce qui a pu provoquer cette flambée des prix entre 2010 et 2015? Merci beaucoup. C'est là la réalité. C'est-à-dire, l'augmentation des prix n'est pas le problème de mon frère qui est devant moi ou de ma soeur qui est là, ou même de M. Odié Tiakouré. Ce sont les dynamiques qui se jouent dans l'économie. Les fondamentaux, l'offre, le marché, l'offre et la demande. Ce sont ces conditions-là qui font évoluer les prix des biens et services sur le marché. Donc si vous voulez, disons, agir sur ces prix-là, il faut agir sur ces conditions, en particulier l'offre. Donc voilà l'essence fondamentale qui fait que vous avez aujourd'hui ces prix-là. Mais donc, pour rentrer rapidement dans le sujet, sachez que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est une économie informelle. Vous savez que 90%
de l'activité économique en Côte d'Ivoire est informel. Et l'informel, c'est un secteur qui n'est pas productif. Donc si vous n'êtes pas, si la productivité est faible, vous allez avoir des outputs qui sont faibles. Et donc, bien évidemment, à partir du moment où il y a très peu de produits sur le marché, les prix vont continuer de monter. Donc, l'action à mener, c'est d'agir sur l'offre pour augmenter la productivité de notre économie. C'est ça que le RHDP, après son ascension au pouvoir, devrait faire. Et ce qui n'a pas été fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 5 années plus tard, vous avez ces augmentations des prix. La petite note coquine et pleine d'humour dans cette émission. Je vous propose de voir sur ces images, pour terminer la première partie de cette émission, Monsieur Alassane Ouattara esquissant lors de son meeting à Yamoussoukro quelques pas de la nouvelle danse à la mode ici en Côte d'Ivoire, la danse à Kobo Poussière. Voici Alassane Ouattara en train de danser. Vox Africa se rapproche de vous. Dès le 21 juillet, retrouvez Vox Africa sur CanalSat, canal 33 en Afrique. Retour dans la deuxième et dernière partie de cette émission où l'on décortiquera le programme des candidats que nous recevons dans cette émission concernant la problématique du genre, notamment quelle politique pour la promotion de la femme. Alassane Ouattara, évidemment, est le président sortant, candidat à sa propre succession, aura, pendant son mandat, marqué par beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment les femmes peuvent désormais accéder à la gendarmerie, à l'école militaire préparatoire et technique de Bergerville, les MPT. Pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, une femme est grand chancelière ou chancelière, voilà. Et puis, son gouvernement, 5 femmes dans le gouvernement, on peut le dire. Il n'aura peut-être pas réussi totalement, mais les preuves sont là. La femme est bel et bien présente au cœur du système de M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Madame Ayeri Bako, nous allons tenter de comprendre évidemment la politique de promotion du genre de M. Kouadio Konan Bertin. Merci. Je voudrais dire avant tout propos que la question du genre est essentiellement liée à une question de volonté politique. La plupart des candidats, quand ils sont candidats, ont pour habitude de dire « je vais faire ». Une fois au pouvoir, ils disent « il faut faire ». Vous voyez que c'est des thèmes ici qui ramènent ce candidat-là dans la posture moins dynamique, mais laissant à tout autre le soin de réaliser ce qu'il a promis. Aujourd'hui, dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, vous avez 5,6% de femmes. Vous avez des femmes mères, 4,56%. Vous avez, dans le gouvernement, je disais, 17,24% de femmes ministres, et puis de femmes députées, 5,6%, des femmes mères, 4,56%. C'est très peu. C'est très peu. Et il faut rattraper ces choses. Nous décidons de créer ce que nous avons appelé la discrimination positive, pour permettre aux femmes déjà d'occuper des postes de responsabilité au sein même des réseaux de décision du pouvoir. Et puis, je vais vous étonner, mais le candidat l'a promis, il va le faire. En plus donc des allocations allouées aux partis politiques, nous avons défini ce que nous avons appelé la dividende parité, qui sera une prime additionnelle en fonction de la représentativité du nombre de femmes représentées au sein des partis politiques et élues. C'est-à-dire que vous avez un certain quota de femmes élues représentant donc votre parti à l'hémicycle, vous avez une prime additionnelle, de sorte que les questions de parité soient intégrées déjà quand il s'agit de faire le choix des candidats aux différentes élections. Et cela, le candidat s'engage à le faire. Mieux, il a décidé vraiment de faire de la question de la parité son cheval de bataille. J'ai parlé de discrimination positive, d'intégration des femmes dans le tissu de décision, mais aussi dans le dispositif économique. En général, lorsque les gens veulent aider les femmes, c'est des actions d'éclat
c'est des actions de communication. On octroie des chèques, mais en réalité, ces chèques ne peuvent rien apporter, c'est des montants dérisoires. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je termine, ce qu'il faut faire, nous avons décidé déjà de prendre en compte la formation des femmes, leur formation, leur intégration, jusqu'à ce qu'elles perçoivent le premier revenu qui concerne l'opération, par exemple, qu'elles vont mener en ce qui concerne leur activité génératrice de revenus. Toutes ces actions-là sont là et nous allons les mettre en œuvre. Nous allons faire un suivi-évaluation en ce qui concerne la part de financement que nous allons accorder aux femmes dans la prise en compte de leur activité pour diminuer le niveau de pauvreté des femmes, quand en réalité, les femmes constituent plus de 68% on va tenter maintenant de la production nationale. Et là, je vais demander à ma consoeur, Nesmond Delors, peut-être quelque chose, une question. Oui, c'est intéressant ce qu'il propose, le candidat Conan Bertin. Mais en même temps, comment briser ces pesanteurs socio-culturelles? Parce que c'est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. On a vu tantôt que les électeurs ne réagissaient pas toujours favorablement en faveur des femmes. Aujourd'hui, on va mieux aider la femme à s'autonomiser, comme vous le dites là. Mais comment faire accepter aussi à la société, tenir compte des cultures et tout ça? Merci, madame. Vous me donnez l'occasion de revenir sur le choix de la question liée à madame Lagou. C'est vrai que nous aimons bien cette initiative que prennent les femmes pour s'engager dans le débat politique. Mais en même temps, je veux vous dire que les femmes ne seront pas choisies simplement sur la base de leur féminité. Elles seront choisies, élues sur la base de leurs compétences et sur la base de ce qu'elles proposent aux Ivoiriens. C'est là toute la différence. Nous avons décidé, c'est vrai que nous voulons faire de la discrimination positive, mais alors nous allons établir des critères de compétences. Des critères de compétences en fonction de ce que la femme offre. Et aujourd'hui, il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a des jeunes filles de plus en plus qui s'intéressent aux filières scientifiques, il y a des jeunes filles excellemment formées, il y a beaucoup de choses. Même la filière rurale, les femmes s'organisent. Il y a un travail qui va se faire que nous allons intensifier. Nous allons aller à la recherche de l'excellence. On va évidemment parler de ce que vous proposez aux ménagères, aux femmes qui travaillent, aux femmes citadines, aux femmes rurales dans un instant. Monsieur Tokoré Gervais Olivier, vous êtes secrétaire national du RPCP chargé du genre et du développement. Que propose Mme Henriette Lagou ou la candidate Henriette Lagou aux femmes de Côte d'Ivoire? Bien, merci. Le 6 juin dernier, Mme Henriette Lagou faisait sa déclaration officielle de candidature. Et elle a dit une phrase qui m'a véritablement marqué. Elle a dit aux Ivoiriens, et je cite, « Choisissez-moi, pas parce que je suis une femme, choisissez-moi parce que je suis femme. » C'est tout un symbole, monsieur. Parce que il y a d'abord son expérience, j'allais dire professionnelle. Oui, on a longuement parlé de la femme, de sa biographie, mais on aimerait savoir concrètement quelles sont les propositions que c'est pour ça que je viens. Elle a un livre qui sortira bientôt dans le cadre de cette campagne-là, dans lequel se trouve son projet de société, rien que pour que les Ivoiriens puissent apprécier, hein, et puis la juger. C'est pas lire. Et puis la juger. Pour laquelle vous êtes là. Non, je le dis pour donner un élément de vérification. Non, vous comprenez? Sinon, ça, il faut le savoir, vous ne devez non, pas je dis ceci pour que les gens aient la possibilité de vérifier quand Mme Henriette Lagou sera au pouvoir. Sinon, ce qu'elle fera, c'est améliorer l'égalité basée sur le genre par l'apport véritable des femmes, l'implication des femmes. Alors, il s'agira de, comment on appelle ça? Il s'agira de formation et d'emploi au niveau des femmes. Il s'agira d'accès aux fonciers. Moi, chez moi, par exemple, dans ma culture, les femmes n'ont pas le droit à hériter d'une terre. Et ça, c'est un problème que nous comptons, et la candidate Henriette Lagou compte régler. Et vous comprenez, il y a l'accès au crédit, il y a la participation des femmes à la vie politique. Alors, à ce niveau, il faudra, parce que nous avons participé à plusieurs séminaires où il était question de faire en sorte que les femmes soient présentes dans les sphères de décision. Alors, la candidate Henriette Lagou propose de pouvoir donner un fonds à toutes les femmes. D'abord, faire à toutes les femmes qui vont se porter candidates aux élections. À toutes les femmes, pour que les femmes soient plus représentées. D'abord à l'Assemblée nationale, ensuite
pour ce qui concerne les autres institutions, ce sera la parité. Alors, moi, je veux des réponses concrètes. Hein. Aujourd'hui, 15% des entreprises sont dirigées par des femmes. Ce chiffre aurait pu être supérieur si les activités des femmes ne baignaient pas dans l'informel. Et en général, quand on veut aider les femmes, c'est juste quelques petits fonds pour aider à booster. Mais les femmes entrepreneurs pleurent carrément. Et concrètement, pour ces femmes-là, ces femmes entrepreneurs-là, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Quel dommage et tout ça? Pour les femmes entrepreneurs, il est prévu une banque que Mme Lagou a dénommée la BFAM, la Banque des femmes, qui va permettre de pouvoir aider toutes celles qui sont, comme vous le dites, dans l'entrepreneuriat. Comprenez? De sorte à pouvoir leur octroyer des crédits, mais à un coût véritablement réduit. Il y a un constat qui est fait, c'est que la vie est chère. Il n'est pas dit que les décisions qui ont été prises sont des mauvaises décisions. En créant le Conseil national de la lutte contre la vie chère, c'était une bonne vision. En créant la Commission nationale de la lutte contre la vie chère, c'est très bien. En augmentant le SMIC, ça concourt à lutter contre la vie chère. La problématique qui se pose, pourquoi toutes ces bonnes décisions qui sont prises n'ont pas d'effet sur le quotidien de l'Ivoirien lambda? Voilà la problématique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous croyons faire en sorte que ces décisions qui existent dans les tests s'appliquent effectivement sur le terrain. Faire en sorte que le contrôle que doit faire l'État pour faire respecter les prix qui sont homologués, ce contrôle se fasse effectivement et ait des effets. C'est-à-dire quand on dit que la bouteille du gaz butane de 12 kilos est à 5 200 francs, c'est 5 200 francs. Et celui qui fait 5 300 francs, c'est une infraction. Cet individu-là doit être poursuivi et puni. Donc, l'État qui a le pouvoir régalien doit régler ce problème. Mais notamment sur le gaz butane, hein, pour continuer avec vous sur le gaz butane, le prix du gaz butane n'est respecté que dans les stations-service et au-delà, il est impossible de garantir ce prix là aux consommateurs qui se trouveraient loin d'une station-service. Oui, mais le problème, c'est là que ça se situe. C'est-à-dire que lorsque vous vous décidez, que vous soyez dans une station ou que vous ayez votre boutique de quartier, lorsque vous décidez de vendre du gaz butane, le prix du gaz butane fait partie des produits dont les prix sont réglementés en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un cadre, depuis 1991, dans un cadre de liberté des prix. Mais il y a un certain produit, il y a des produits et des services dont les prix sont réglementés. Nous avons le gaz butane. Nous avons les livres scolaires primaires d'édition locale. Nous avons les produits pharmaceutiques et les spécialités pharmaceutiques. Nous avons également le coût de l'électricité et de l'eau. Voilà ces produits-là. C'est l'État qui fixe les prix. Et si ces prix ne sont pas réglementés, ne sont pas respectés, alors l'État a pouvoir de poursuivre à travers ses services ceux qui ne respectent pas pour les obliger à respecter. Mais au-delà, je disais que les tests ne sont pas mauvais parce que nous sommes dans un cadre concurrentiel. C'est pourquoi on a créé la Commission nationale de lutte contre la vie chère. Il y a le Conseil national de lutte contre la vie chère, mais il y a la Commission nationale, la Commission de la concurrence, la Commission de la concurrence et de la vie chère. Pourquoi? Une Commission de la concurrence. Une Commission de la concurrence qui a été instituée, qui n'existait plus depuis 1900. Faire la veille sur les prix. Voilà, tu fais une veille. C'est-à-dire que nous sommes dans une économie concurrentielle. Il faut veiller au respect des pratiques individuelles comme des pratiques collectives. J'appelle des pratiques individuelles. Vous parliez tantôt de l'affichage des prix. L'affichage des prix à l'égard du consommateur est obligatoire, mais personne ne les respecte. L'affichage des prix concourt à la transparence du marché. Lorsque je vais dans un magasin
et que le prix est affiché à 50 francs et que je vais de l'autre que c'est à 25 francs, je paye où c'est 25 francs. Donc ça concourt de la transparence. Ne pas le faire, c'est une infraction. Mais il revient au ministère du Commerce de faire ce contrôle-là, afin de décourager toutes les personnes, tous les opérateurs économiques véreux qui seraient tentés d'aller dans ce sens. Donc la notion évidemment du contrôle des mesures prises par le gouvernement est très importante. Mais pourquoi, selon vous, Madame Kouassi, elle n'arrive pas à être respectée? L'État prend énormément de mesures pendant les séminaires, dans les bureaux, au Conseil des ministres. Toutes ces décisions sont données, mais sur le terrain, il n'y a pas d'effectivité. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Si l'État met un moyen en place pour contrôler sur le terrain, est-ce que les mesures qui ont été prises sont respectées par la base? Est-ce que cela est fait? Mais non, chacun aussi va dans le sens. Si dans mon quartier, je vends plus cher que dans l'autre quartier, que ça s'achète, c'est l'intérêt qui compte. Mais puisqu'il n'y a pas de mesure de contrôle, il n'y a pas de répression, donc les gens laissent faire comme il se doit. Ce que nous proposons, c'est que quand il y a une mesure qui est prise, quand il y a une décision qui est prise à la tête de l'État, il faudrait que l'État mette les moyens pour contrôler l'application réelle sur le terrain. Et ça, c'est important. Le président Siméon compte veiller à cela, que chaque mesure qui est prise à la tête de l'État soit respectée. Et il y mettra les moyens pour que cela soit appliqué. Allez, M. Odiot Tiakoré, notamment sur le contrôle des mesures prises par le gouvernement. Allez-y. Voilà. C'est peut-être pas comme ça que le tour de table se fait, mais allez-y. Non, je voulais juste prendre la parole pour dire, je ne sais pas pourquoi M. Odiot Tiakoré insiste sur les 10 ans. C'est son droit, il est en campagne, vous êtes en concurrence. Quel est le problème? La gestion de M. Gbagbo. Il dit quelque chose. Attendez, vous avez parlé. Oui, mais à chaque fois, vous l'avez interpellé, il a bien le droit de se défendre. Donc, j'ai fini de parler d'abord et puis il se défend. Allez-y. Donc, je ne sais pas trop quel est le problème. Vous voulez qu'il réponde à votre question? Je veux savoir pourquoi il insiste. Je vais répondre. Voilà. Donc, premièrement, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que, est-ce que c'est parce que des associés à lui ont empêché Laurent Gbagbo avec la rébellion de travailler qu'il faut toujours revenir sur cette question? Est-ce que c'est parce que des gens sont venus avec des armes tuer les Ivoiriens, bloquer le pays, diviser le pays en deux? Pourquoi on ne travaille pas qu'ils vont toujours revenir sur cette question? Je crois qu'il faut être sérieux. Cette période-là, tout le monde est responsable. Non. Personne ne peut... C'est là qu'il faut excusez-moi, oui, mais tout le monde est responsable. Des gens sont venus avec des armes un matin pour bloquer ce pays-là pendant une dizaine d'années. Vous ne pouvez pas continuer toujours de dire le temps de Gbagbo, le temps de Gbagbo. Soyons sérieux. Nous sommes sur un débat sérieux. Je voudrais qu'on clarifie les choses. Nous sommes sur un débat sérieux. À partir de ce moment-là, je ne peux pas vous laisser continuer. Oui, les 10 ans de Gbagbo, les 10 ans de Gbagbo. Mais donc, c'est Gbagbo qui crée la lumière, c'est lui qui crée le soleil, c'est lui qui crée la terre. Soyons sérieux. Passons aux choses. Vous avez pas de propositions sérieuses. Moi, je voudrais... Il nous ramène encore sur ce vieux débat. Ah non, moi, je voudrais que les choses soient claires, effectivement. Quand vous avez pris la parole, parce que c'est vous qui avez commencé, vous avez commencé à dire qu'on a menti au peuple, on a trop menti au peuple, vous avez dressé des lauriers à Laurent Gbagbo qui a tué près de 3000 personnes en Côte d'Ivoire. Mais ça, on n'en a pas parlé au début. Moi, je n'en ai pas parlé parce que je considérais qu'il faut faire avancer les choses. Vous estimez que M. Gbagbo a tué 3000 personnes? Oui, monsieur. Et vous avez tué combien, vous, alors donc, vous avez tué combien, vous? Parce que pour vous, là, ça va de 2002 à 2011. Oui, vous avez tué combien? Monsieur, on va pas faire des comptabilités macabres. Vous pensez que vous pouvez dans un pays décider qui est ivoirien et qui ne l'est pas, tout simplement parce qu'il est ivoirien du Nord? Oui, mais c'est ça. Vous avez défiguré la Côte d'Ivoire en classifiant les Ivoiriens. Il faut assumer. Alors, donc ici, je voudrais simplement... toujours dans les débats inutiles. Tout à l'heure, parce que je crois quand même qu'il faut... Ce que j'ai dit qui titille M. Liby du FPI, c'est que j'ai simplement fait apparaître qu'ils ont eu 10 ans pour montrer leur expertise aux Ivoiriens.
Et pendant ces 10 ans, ils nous ont même dit qu'ils avaient la Côte d'Ivoire utile. Dans ce qu'il est en train de dire, il parle de rentrer dans l'économie moderne, mais vous avez mis plus de 100 milliards dans une entreprise aux États-Unis, Fulton. C'est vous qui aujourd'hui venez vous asseoir pour dire vous allez aider les gens à créer des entreprises? Mais enfin, quand même. Moi, je pense que c'est des solutions qui n'existent plus. Vous êtes à court d'idées. Quelles sont vos solutions? Parce que moi, j'ai proposé une idée. Hein. J'ai proposé la modernisation. On va rester dans le débat. J'ai modernisé, j'ai proposé la création d'une banque. Mais j'ai compris. Mais justement, le débat devient intéressant. Vous avez dit distribuer de l'argent aux jeunes pour aller voter pour vous. Attention, c'est ce que vous avez proposé. Nous encore, si je vais entrer dans votre logique, si on a distribué de l'argent, comme vous dites, au moins c'est pour que les gens créent des entreprises. Mais vous avez distribué cet argent dans les agoras, pour qu'ils brûlent les gens dans les quartiers. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est dont il est question. Vous avez parlé de transformation, mais la transformation a commencé. Si vous n'êtes pas capable, Monsieur Liby, on est en train de transformer notre cacao. On est en train de transformer notre anacarde. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en train d'être créées. Monsieur, on va passer à... Vous n'avez pas de solution nouvelle. Vous n'avez pas de solution nouvelle, Monsieur Liby. Le FPI ne représente plus l'espoir. Vous êtes le passé. Dites-le. Le FPI, c'est fini. Mais qui représente l'espoir? Mais bien sûr. Mais oui. Quand vous sortez, quand vous êtes dans les rues de la Côte d'Ivoire, vous voyez que la Côte d'Ivoire a changé. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame, félicitez. La Côte d'Ivoire a changé. Allez-y. Je voudrais répondre sur la question tout à l'heure face à la réaction de l'un et de l'autre. De Tiakoré et de Liby Guillaume, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, je voudrais dire que quand on parle de cherté de la vie, c'est un fait. Et nous sommes dans une situation qu'on cherche à régler. Je pense que ce qui est passé, certes, la crise a eu un impact, mais c'est un problème qui s'est posé, quel que soit ce qui a entraîné. Mais aujourd'hui, il s'agit de trouver des solutions pour avancer. Donc, pour moi, qu'on fasse le bilan de Gbagbo, qu'on fasse le bilan de Ouattara, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Comment faire pour sortir de la situation? La cherté de la vie ne concerne pas seulement le panier de la ménagère. Il y a aussi le domaine de la santé, le domaine de l'éducation et de la formation, le domaine de l'emploi. Et donc, si on aide des jeunes à trouver de l'emploi, il faudra qu'on aide des malades à se soigner. Il faudra qu'on aide celui qui est éloigné dans le campement là-bas pour avoir accès à des soins. Et tout ça, c'est une question qu'il faut débattre. Mais ce n'est pas en s'attardant sur les bilans passés qu'on va y arriver. Vous avez prévu quelque chose justement pour toutes ces femmes sur les marchés, notamment la question de la retraite du secteur informel? Et avant de parler de la retraite, il faudrait parler déjà de, comme je dis, il faudrait parler d'abord de la possibilité pour ces femmes-là d'être ravitaillées en temps réel. Comprenez? Donc il faudra d'abord, nous allons aller et leur permettre par l'octroi de crédit, je parlais tantôt de la création d'une banque des femmes, par l'octroi de crédit, nous allons leur permettre de posséder, d'entrer en possession des véhicules qui vont leur permettre d'aller chercher les produits sur les champs pour les transporter, j'allais dire, dans des conditions, dans de meilleures conditions sur le marché. Ensuite, vendre, permettre la distribution. Et donc, elles auront vendu, évidemment, pour se relever. Oui, peut-être, on n'a plus beaucoup de temps, mais me fait-on dire, j'aurais bien voulu qu'on poursuive ces débats. J'espérais qu'on aura un autre plateau pour... Mais c'est bien de savoir le budget quand même qui compte accorder aux femmes. À part du budget qui compte accorder aux femmes, les candidats. Le montant peut-être dépendra du projet. Parce que budget par rapport à quoi? La part du budget que vous comptez accorder à la question de la femme. Mais la question, pour le candidat... Si on devait prendre une part sur le budget de l'État, quel pourcentage prendriez-vous pour consacrer justement à la femme très rapidement en un chiffre? Non, il n'y a pas de chiffre et de budget à accorder, d'autant que dans la vision du président Afin Guissant, la femme est l'égale de l'homme et il n'y a pas de
le budget il sera... Il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas à catégoriser qui que ce soit. De chiffres pour se dire au revoir. En termes de chiffres, je souscris dans la même veine, mais je voudrais dire quelque chose, puisqu'on parle de chiffres. On va aller très rapidement, je vais vous faire entrevoir quelque chose. En Côte d'Ivoire, l'enfant qui naît reçoit une allocation familiale de 2500 francs, n'est-ce pas, par couple. Mais le candidat Kakabe a décidé que ces allocations familiales-là, plutôt que d'apparaître seulement sur le bulletin des hommes et d'aller dans la poche des hommes, le candidat a décidé que ces allocations familiales doivent être reversées aux femmes. Ce qui veut dire que quoi? Il faut d'abord identifier ces femmes et point n'est besoin d'être forcément marié légalement avec cet homme. Parce que l'enfant, vous ne l'avez pas fait toute seule. Cet enfant-là, il est pris en compte et à partir du 3e enfant, il y aura la majoration. Et donc, chaque fin de mois, la femme qui supporte la scolarisation, qui supporte l'éducation, recevra reverser ces allocations-là pour la soutenir quotidiennement. Merci. Si vous voulez parler de chiffres, en tout cas, nous pourrons y revenir. Parce que tous les secteurs... Peut-être un dernier mot, monsieur on ne parlera pas de chiffres. On ne parlera pas de chiffres. Non, la question est tellement importante qu'on ne peut pas donner... En tout cas, pour l'instant, on ne pourrait pas donner des chiffres. Mais nous disons que le budget sera conçu en prenant en compte de ces programmes destinés la question du genre. Aux femmes. Monsieur Odier Tiakoré, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial au RDR avec rang de secrétaire général. Monsieur Doukoua Godé, PCA, président du conseil d'administration de la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci de nous avoir apporté votre éclairage. Il était des nôtres dans la première partie de cette émission. Monsieur Yaokra Yassin, directeur de campagne, directeur régional de campagne Abidjan Sud, de la candidate Kangwa Jacqueline Claire. Madame Kouassi, félicité, vous êtes membre du secrétariat de la direction nationale de campagne du candidat Konan Kouadio Siméon. Nous vous souhaitons aussi bonne chance au soir du 25 octobre, qui d'Alassane Ouattara, présent, enfin dans les représentants et sur notre plateau, qui de Kouadio Siméon sera à la tête de notre parti. Il y aura aussi Afin Guessan. Monsieur Libi Guillaume, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, secrétaire national chargé de l'économie et des finances, directeur départemental de campagne du candidat Afin Guessan à Guibéron. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup à vous, monsieur Tokoré Gervais. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, chargé du genre et du développement. Monsieur Zap Crasso, leader d'opinion, représentant sur ce plateau le candidat Afin Guessan, et mademoiselle Nessémon Delors, journaliste spécialiste du genre, qui a bien voulu nous aider à préparer cette émission et surtout à participer au débat. Et pour terminer, madame Ayeri Bako Simone, vous êtes porte-parole du candidat Kouadio Konan Bertin, dit KKB. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Moi, je vous dis bye bye. On va se retrouver très bientôt pour un autre numéro du Grand Talk consacré au présidentiel en Côte d'Ivoire. À très bientôt. À bientôt.